Nous allons, une fois de plus, nous livrer à une activité trop fréquente dans ces histoires, le Cauchy bashing. Nous allons dire du mal du plus grand des mathématiciens français. Mais cette fois-ci, après avoir, comme d'habitude, bêtement ricané, nous nous poserons une question toute simple. Pourquoi est-il considéré comme le plus grand? Notre première mauvaise langue est coutumier des faits, c'est Stendhal. Il a quelques raisons idéologiques de s'opposer à Cauchy, mais il a surtout quelques raisons bassement financières de faire rire les lecteurs britanniques des revues qui lui payent ses articles. Cela donne des chroniques savoureuses qui ont été publiées plus tard sous le nom de Courrier anglais. Écoutez-le raconter une séance à l'Académie des sciences qui se déroule en octobre 1826. Il y a quelque temps, un naturaliste dont je tais le nom de peur de lui nuire a lu un mémoire sur les phénomènes qui peuvent être observés dans la vie de certains insectes. Le sujet, en lui-même d'un autre intérêt, était traité d'une façon fort spirituelle. À la fin de sa lecture, on entendit un murmure d'approbation, sur quoi M. Cauchy se leva et fit remarquer que l'Académie ne devrait pas honorer de ses applaudissements ce curieux exposé de la vie animale. Même en admettant que les choses qu'on vient de nous dire soient aussi vraies que je les crois fausses, dit M. Cauchy, il n'est pas convenable de communiquer de telles vérités au public, étant donné l'état funeste où notre malheureuse révolution a jeté l'opinion publique. De tels propos pourraient porter préjudice à notre sainte religion. Stendhal poursuit. On accueillit avec de grands rires les paroles de M. Cauchy. Ce brave homme, qui est fort entreprenant et qui semble bien vouloir être un martyr du mépris, a demandé à la séance de lundi dernier que l'Académie retire de sa bibliothèque tout livre teinté d'esprit philosophique. Jusqu'ici, l'Académie n'a pas osé répondre à la demande de M. Cauchy. À l'époque, Cauchy est encore jeune, comme sur cette gravure de Boilly. Comme Abel l'écrit à peu près au même moment à un ami, Cauchy est extrêmement catholique et bigot, chose bien étrange pour un mathématicien. Oui, Cauchy est croyant, royaliste fervent, et il le restera toute sa vie. Il est né au début de la Révolution et il est possible qu'il ait été traumatisé par la peur qu'avait son père pendant la Terreur. Mais ce même père a su écrire des poèmes à la gloire de Napoléon comme de Louis XVIII. Le fils, lui, n'a pas ce genre de souplesse. Voici un portrait peu flatteur paru dans un dictionnaire biographique en 1828. L'aîné, tout jeune encore, était connu dans les sciences mathématiques par d'importantes découvertes. Nommé membre de l'Institut et professeur d'analyse à l'École polytechnique, il a justifié ce double choix par des travaux assidus qui, pour dernière récompense, lui ont mérité la décoration de la Légion d'honneur. Toutefois, son esprit sec et rigide, son peu d'indulgence pour les jeunes gens qui suivent la carrière des sciences, en ont fait un savant des moins aimables et certainement des moins aimés. Une dévotion effrayante et que l'on ne croyait pas exempte d'intérêt dans ces derniers temps n'a pas peu contribué à accroître l'aversion de la jeunesse pour M. Cauchy, dont le mérite est d'ailleurs apprécié pleinement. Petite explication de texte. Cauchy a été nommé professeur à l'école polytechnique au début de la Restauration. Il profitait de l'éviction de Monge, ami de Napoléon, à qui l'école et ses élèves devaient beaucoup. Pour couronner le tout, deux places ayant été libérées par l'épuration à l'Académie des sciences, celles de Monge et de Carnot, Cauchy avait été nommé à l'Institut par décret et non élu, comme cela s'était toujours fait. Beaucoup avaient considéré qu'il devait ses promotions à ses opinions plutôt qu'à son mérite. En tout cas,
Les élèves de l'école polytechnique ne le lui avaient pas pardonné, et il n'avait rien fait pour se les concilier. Le 12 avril 1821, quelques élèves l'avaient même sifflé et hué à la fin de son cours, ce dont il s'était plaint à la direction de l'école. Le rapport que le gouverneur avait bien été obligé d'adresser au ministre ne défendait pas vraiment Cauchy. Tantôt ce professeur retient les élèves plus d'une heure et demie, tantôt il emploie la partie de ce temps consacré aux interrogations à des explications nouvelles, quoiqu'il soit bien reconnu que pour des matières aussi abstraites que l'analyse, les démonstrations du professeur ne doivent durer qu'une heure. Ces jeunes gens connaissent en outre, par les programmes, le nombre des leçons déterminées pour chaque cours. Et ils voient qu'au lieu de se renfermer dans 50 leçons, M. Cauchy en est déjà à la 65e, et qu'il lui en faudra peut-être encore 2 ou 3 pour finir l'analyse. Le paradoxe est que le cours d'analyse à l'école polytechnique dont il s'agit, publié cette même année 1821, est celui que je vous cite souvent. Il a servi de modèle à de nombreux mathématiciens du siècle, à commencer par Abel. En plus de retenir les élèves et de leur imposer des séances supplémentaires, il y avait plus grave. La plupart d'entre eux ne comprenaient rien à l'enseignement de Cauchy. Seuls les tout meilleurs pouvaient en profiter. Écoutez le témoignage de l'un d'eux. Nous sommes quelques années plus tard à Turin, où Cauchy s'est exilé pour avoir refusé de prêter serment à Louis-Philippe après les Trois Glorieuses. Le roi de Piémont-Sardaigne, Charles Albert, lui a offert une chaire, et la renommée de Cauchy a attiré un bon nombre d'auditeurs. Au moins au début. Il était toute confusion, passant tout d'un coup d'une idée, d'une formule à l'autre, sans trouver le chemin de la transition. Son enseignement était un nuage obscur, parfois illuminé par des éclairs de génie, mais il était fatigant pour des jeunes élèves, aussi bien peu purent le suivre jusqu'au bout, et de 30 que nous étions au début du cours, je restai le dernier sur la brèche. Et je vous rappelle que ce dernier sur la brèche, Menabrea, sera une dizaine d'années plus tard l'auteur du tout premier article d'informatique de l'histoire, celui qui décrit la machine de Babbage. Avant de nous demander pourquoi Cauchy est le plus grand mathématicien français, constatons qu'il est le plus prolifique. D'après le décompte de son biographe, Valson, outre d'une dizaine de volumes totalisant quelques milliers de pages, Cauchy est l'auteur d'une quantité impressionnante de mémoires, 789. Seuls Euler et Cayley ont fait plus. Certains de ses collègues ont osé parler de diarrhée. Il a fallu modifier le règlement des comptes rendus de l'Académie des sciences. Écoutez ce qu'en disait Jean-Baptiste Biot au beau milieu de l'avalanche. Un géomètre, assurément très habile, a profité de l'opportunité des comptes rendus pour publier presque dans chaque numéro une série de mémoires entiers hérissés de symboles, sans connexion entre eux, reproduisant plusieurs fois les mêmes résultats ou les mêmes idées sous diverses formes, à mesure qu'elles se présentent à son esprit. Brisé aussi de renvois qui se rapportent à une multitude de publications éparses. De sorte qu'aujourd'hui, s'ils se correspondent dans la pensée de l'auteur, comme je n'en fais aucun doute, il semblerait devoir être à peu près le seul qui puisse en profiter ou qui soit capable d'en suivre le fil. 30 ans plus tard, Joseph Bertrand en parlait à peu près dans les mêmes termes. Le génie de Cauchy est digne de tous nos respects, mais pourquoi s'abstenir de rappeler que la trop grande abondance de ses travaux, en diminuant souvent leur précision, en a plus d'une fois caché la force? La dangereuse facilité d'une publicité immédiate a été pour Cauchy une tentation irrésistible et souvent un écueil.
Son esprit, toujours en mouvement, apportait chaque semaine à l'Académie ses travaux à peine ébauchés, des projets de mémoire et des tentatives parfois infructueuses, et lors même qu'une brillante découverte devait couronner ses efforts, il forçait le lecteur à le suivre dans des voies souvent stériles, essayées et abandonnées tour à tour, sans que rien vînt l'en avertir. À en croire Biot et Bertrand, ce n'est donc pas le nombre des mémoires qui place Cauchy au firmament des mathématiques. Mais écoutez le même Bertrand exprimer son admiration sincère. La définition d'une intégrale prise entre des limites imaginaires, sa valeur indépendante de la route suivant laquelle on l'intègre, son changement brusque lorsque cette route franchit certains points pour lesquels la fonction devient infinie ou mal déterminée, les conséquences relatives au calcul des intégrales définies, aux racines des équations, au développement en série et à la périodicité des intégrales, forment une chaîne de vérités nouvelles que l'on ne saurait trop admirer et dont il faut renoncer à louer dignement la découverte. Aucun géomètre, à aucune époque, n'a fait faire à l'analyse pure un progrès plus considérable. Bertrand a raison. S'il y a bien une théorie qui force le respect, c'est celle des fonctions d'une variable complexe. Plus que les 102 mémoires d'optique ou les 113 mémoires de mécanique, les 81 mémoires sur les intégrales définies et les résidus méritent que l'on se souvienne de leur auteur. Oh, certes pas tous les 81, comme l'a expliqué Bertrand, il y a parmi eux beaucoup de redites, d'erreurs et de contradictions. Il n'en reste pas moins que Cauchy a défriché un terrain qui s'est révélé extrêmement fertile. C'est à lui que nous devons la caractérisation de ce que nous appelons les fonctions holomorphes, leur développement en série de Taylor, c'est-à-dire l'analyticité, le fait que l'intégrale d'une telle fonction le long d'un contour fermé est nulle, la définition des pôles et des résidus, le théorème de Cauchy donnant la valeur d'une intégrale lorsque le contour englobe des pôles, tout ce que nous enseignons encore dans ce domaine, sans oublier les innombrables applications au calcul d'intégrales indéfinies pour des fonctions d'une variable réelle. Et tout cela, bien sûr, sans disposer d'aucun des outils informatiques qui donnent d'aussi belles visualisations d'une fonction dans le plan complexe, en traduisant le module par l'intensité et l'argument par la couleur. Comme vous avez déjà écouté d'autres histoires avant celle-ci, vous vous doutez bien que Cauchy n'a pas tout inventé. La théorie des fonctions d'une variable complexe avait débuté bien avant lui. Elle a commencé par une controverse célèbre autour des logarithmes de nombres négatifs qui a opposé Jean Bernoulli à Leibniz. Vous vous souvenez qu'au début de l'analyse des infinitésimaux, Newton, Leibniz, Bernoulli et les autres ne se préoccupaient pas beaucoup des justifications rigoureuses. Regardez ce qu'on lit à la fin de l'article de 1702 où Jean Bernoulli explique comment calculer des primitives de fractions rationnelles. Pour transformer la différentielle de a dz sur b2 moins z2 en une différentielle logarithmique a dt sur 2bt, posez z égale t-1 sur t plus 1 fois b. Et avec le même changement, vous transformerez la différentielle a dz sur b2 plus z2 en une différentielle de logarithme imaginaire. Ah bon? Et c'est quoi au juste un logarithme imaginaire? 10 ans plus tard, ni Bernoulli ni même Leibniz ne le savent. Cela donne cet échange aigre-doux plutôt savoureux. Leibniz pense que les logarithmes de nombres négatifs n'existent pas. En mars 1712, il écrit à Bernoulli: si on peut dire que moins 1 et des expressions semblables signifient moins que rien,
Cependant, on ne peut leur donner d'autres rapports qu'imaginaires. Donc les rapports de 1 à -1 et de -1 à 1 sont imaginaires. De ceci entre autres, je prouve qu'aucun logarithme ne répond à ce rapport ou à un semblable. Ce à quoi Bernoulli rétorque: je ne suis pas d'accord avec toi lorsque tu dis que le rapport de -1 à 1 est imaginaire et que tu en déduis qu'aucun logarithme ne correspond à ce rapport. Je prouve le contraire comme suit. Je dis que log de x correspond à x comme à moins x, c'est-à-dire log de moins x égale log de x. On obtient la différentielle du logarithme en divisant la différentielle du nombre par ce même nombre. Or, dx sur x est égal à moins dx sur moins x. Donc log de moins x égale log de x. Et cet argument agace un peu Leibniz. Après tout, c'est bien lui l'inventeur des différentiels, non? Je m'étonne que toi, avec ta pénétration d'esprit, tu ne vois pas qu'on ne peut pas donner de logarithme à -2, parce qu'on ne peut pas donner de logarithme à racine de -2, qui est la moitié du précédent. Mais dis-tu, la différentielle du nombre moins x, qui est moins dx, divisé par le nombre moins x, donnera un élément logarithmique, moins dx sur moins x ou dx sur x. Mais cette règle que la différentielle divisée par le nombre donne la différentielle du logarithme, et n'importe quoi d'autre sur la nature et la construction des logarithmes, n'a pas lieu pour les nombres négatifs. Il faudra attendre le milieu du siècle pour savoir vraiment ce qu'est un logarithme. Euler, après avoir traité à fond l'exponentielle complexe et reconnu sa périodicité, comprend que le logarithme qui en est la réciproque ne peut pas être unique. Tout nombre a une infinité de logarithmes, et seuls les réels positifs ont parmi leurs logarithmes un nombre réel. Dans l'article que vous voyez de la controverse entre messieurs Leibniz et Bernoulli sur les logarithmes des nombres négatifs et imaginaires, Euler prend la peine de détailler les différents arguments de l'un et de l'autre, puis d'expliquer l'apparent paradoxe des logarithmes multiples. Vous ne pensez tout de même pas qu'il a convaincu tout le monde? Vous devinez qui va continuer à soutenir l'opinion de Bernoulli contre toute raison? D'Alembert, bien sûr, comme d'habitude. On sentirait presque une pointe d'agacement chez Euler. Voici ce qu'il écrit à Maupertuis en février 1757. Il avait prétendu aussi que j'insérasse de nouvelles déclarations sur quantité d'articles que je lui avais volés. Mais ma patience est à bout. Je lui ai fait répondre que je n'en ferai rien, et qu'il puisse publier lui-même ses prétentions partout où il veut, je ne m'y opposerai point. Il aura de quoi remplir l'article prétention dans l'encyclopédie. De fait, l'opposition de d'Alembert n'empêchera jamais Euler de poursuivre sa cueillette miraculeuse de formules. Comme par exemple dans cet article de 1777, où il se pose le problème d'écrire sous forme de modules et arguments la variable complexe z dans l'intégrale de z puissance m-1 sur 1 moins z puissance n. Que signifie exactement pour lui l'intégrale complexe? Comment justifie-t-il le changement de variable? Quel sens donne-t-il à la dérivée logarithmique sur la dernière ligne? Lui-même n'en est pas très sûr, mais il sait bien que les résultats auxquels il parvient avec ses manipulations sont corrects. Il a 70 ans. Il termine l'article par une phrase émouvante. Je ne doute pas de proposer à la sagacité des géomètres à venir le soin d'établir ces calculs sur des bases fermes et solides. Euler n'est pas le seul à effectuer des changements de variables imaginaires. Laplace, qui utilise souvent des intégrales contenant une exponentielle négative, ce que nous appelons la transformée de Laplace, trouve commode également de passer en complexe. Voyez dans cet article de 1782 comment il transforme l'intégrale de e puissance moins x sur x puissance mu
Par le changement de variable, x devient moins mu plus oméga racine de moins 1, c'est-à-dire pour nous moins mu plus oméga i. Il précise que, comme x varie entre les deux valeurs qui annulent la fonction, c'est-à-dire 0 et plus l'infini, oméga doit varier de moins l'infini à plus l'infini. On est bien en présence d'une fonction d'une variable complexe que l'on intègre sur une droite du plan complexe. Laplace lui-même n'est pas dupe. Il dit: on peut considérer ces passages du réel à l'imaginaire comme des moyens de découverte semblables à l'induction, dont les géomètres font depuis longtemps usage. Mais ces moyens, quoique employés avec beaucoup de précaution et de réserve, laissent toujours à désirer des démonstrations de leurs résultats. Un qui ne croit pas beaucoup à cette induction, c'est Siméon Denis Poisson. Élève brillant de l'école polytechnique de 1798 à 1800, il avait eu comme professeur Laplace et Lagrange, qui avaient immédiatement détecté ses dons et l'avaient fortement poussé et encouragé. Grâce à la recommandation de Laplace, Poisson avait été nommé répétiteur, puis professeur à l'école polytechnique. Le mémoire qu'il publie en 1811 peut être compris à la lumière de ses relations amicales avec Laplace. Écoutez le début. Monsieur Laplace a donné des intégrales définies de différentes formules qui contiennent des sinus ou des cosinus. Il les a déduites des intégrales des exponentielles par une sorte d'induction fondée sur le passage des quantités réelles aux imaginaires. Nous nous proposons ici de généraliser ces résultats et d'y parvenir directement par la considération des intégrales multiples, dont M. Laplace s'est déjà servi dans un article de son mémoire sur les fonctions de grand nombre. Donc cette induction du réel au complexe, dont Laplace s'était servi sans trop y croire, Poisson a réussi à la remplacer par des manipulations d'intégrales doubles parfaitement rigoureuses, qui de plus donnent des résultats plus généraux. 3 ans plus tard, Cauchy soumet à l'Académie son propre mémoire sur les intégrales définies, qui donne un sens rigoureux aux intégrales imaginaires, justifiant ainsi les calculs de Laplace et Euler avant lui. Poisson tient à tempérer le rapport de Lacroix et Legendre qu'il juge sans doute trop favorable. Voici ce qu'il écrit. Ce que le mémoire dont nous rendons compte contient selon nous de plus curieux, c'est l'usage que l'auteur fait des intégrales qu'il nomme singulières, pour exprimer d'autres intégrales prises entre des limites finies. Il parvient ainsi à plusieurs résultats déjà connus. Cette manière indirecte de les obtenir ne doit pas être préférée aux méthodes ordinaires, mais elle n'en est pas moins très remarquable et digne de l'attention des géomètres. Il obtient par ce moyen les valeurs de quelques intégrales qu'on n'avait pas encore explicitement considérées, mais qui rentrent dans d'autres intégrales déjà connues, ou qui s'en déduisent assez facilement. Poisson ne conteste pas la validité des méthodes de Cauchy, mais il ne pense pas qu'elles fournissent des résultats essentiellement nouveaux. Le mémoire de 1814 de Cauchy ne sera pas publié avant 1827. Entre-temps, Cauchy aura affiné ses résultats et répondu à la critique de Poisson par une avalanche de formules nouvelles. Entre autres, il publie en 1825 ce mémoire magistral de 80 pages sur les intégrales définies prises entre des limites imaginaires. Et comme rien ne vaut la confiance familiale, le mémoire est publié par la maison d'édition de son beau-père. Il se termine par un appendice que Cauchy nomme addition et qui sonne comme une réponse à Poisson. Nous avons remarqué que les formules 103 et 104 fournissent les valeurs de presque toutes les intégrales définies connues, et d'un grand nombre d'autres.
Nous allons indiquer ici quelques applications de ces mêmes formules. Suit une liste impressionnante d'intégrales calculées par le théorème des résidus. Les deux mémoires dont je vous ai parlé ne sont pas les seules. Le sujet s'étend jusqu'en 1846. On a ce manuscrit de la propre main de Cauchy, daté de Turin en 1831. Résumé d'un mémoire sur les rapports qui existent entre le calcul des résidus et le calcul des limites, et sur les avantages que présentent ces deux nouveaux calculs dans la résolution des équations algébriques ou transcendantes. Parmi ceux qui ont compris et appliqué la théorie de Cauchy, voici Joseph Liouville. Il a 20 ans de moins que Cauchy. Lui aussi a eu une production impressionnante, environ 400 mémoires, en plus d'une activité soutenue d'enseignant, dans laquelle il a laissé d'excellents souvenirs, contrairement à Cauchy. En 1843, il est candidat, en même temps que Cauchy et Libri, sur une chaire au Collège de France. Oh, je vous ai déjà parlé de Libri. En 1843, Liouville sait déjà que c'est un charlatan, mais il ne sait pas encore que c'est un escroc. Il cherche à tout prix à faire barrage à son élection. Écoutez la curieuse lettre de candidature qu'il envoie à l'administrateur du Collège de France. Toutefois, je dois déclarer que si, laissant de côté des obstacles étrangers à sa science, le Conseil portait son choix sur M. Cauchy, loin de me trouver blessé de cette nomination, je serai le premier à y applaudir. Rendre justice au mérite supérieur d'un confrère est à mes yeux un devoir sacré, qu'il me sera doux de remplir en toute occasion, et contre lequel ne prévaudront jamais dans mon cœur de mesquines considérations d'intérêt personnel. Les obstacles étrangers à sa science sont les opinions politiques de Cauchy et son refus de prêter serment à Louis-Philippe. Libri fait habilement campagne sur le terrain politique, en présentant Cauchy comme le candidat des Jésuites. Et il finit par être élu, au grand scandale de Liouville. Reconnaissons-le, Liouville n'a pas toujours été aussi fair-play. À propos de deux de ses collègues, Briot et Bouquet, dont il enrage qu'ils aient publié ses résultats avant lui, Liouville cite une phrase de Voltaire qui va me fournir une excellente conclusion. Voltaire s'adresse à un jeune collègue, Jean-François de la Harpe, qui comme lui a publié des écrits anti-religieux, ce qui lui a valu l'hostilité de la bête noire de Voltaire, le critique Élie Fréron. Voltaire conclut sa lettre par « Il y a eu de tout temps des frérons dans la littérature, mais on dit qu'il faut qu'il y ait des chenilles, pour que les rossignols les mangent afin de mieux chanter. » Et je vous dis souvent du mal de Voltaire comme de Cauchy. Mais vous reconnaîtrez avec moi que Fréron n'est resté dans l'histoire que par ses démêlés avec Voltaire. Alors à votre avis, entre Cauchy, Liouville et moi, qui sont les rossignols? Qui est la chenille? Oui, c'est bien mon avis également. Vous savez quoi? Je prends une décision. Plus jamais de Cauchy bashing dans ces histoires. En même temps, je crois bien que je n'aurai plus l'occasion de vous parler de lui. Ça devrait me faciliter la tâche.